Hop. Et donc, je vais laisser la parole à Marc Renaud, qui va aujourd'hui nous parler de robustesse. Marc, c'est donc l'entreprise Mangrove et qui est également intervenant à l'ESCES, puisque c'est l'ESCES qui est adhérent à la FQP qui nous a mis en relation avec Marc. Donc, Marc, je vous laisse la parole. Merci Valérie, bonjour à tous. On va, le temps que les uns et les autres arrivent, faire un mini tour d'écran via le chat. J'ai pas les croissants et le jus d'orange malheureusement dans ce petit déj en ligne, mais ce sera probablement pour une prochaine fois. Alors je vous partage juste ce visuel-là. Pour le tour d'écran, je vous propose dans le chat tout simplement de mettre votre prénom, nom, titre de poste et puis un chiffre entre 1 et 10 avec cette notion de robustesse. 1, c'est je découvre complètement la notion. 5, j'ai en entendu parler, mais j'ai besoin de clarification. Et puis 10, je comprends la notion, mais j'ai besoin d'aller plus loin. Donc voilà, prénom, nom, titre de poste, et puis vous mettez un chiffre. Ça peut être 2, 3, ça peut être 7, 8. Voilà, vous avez compris à peu près la logique. Et je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans le chat. Ça me permet d'ajuster mon déroulé. Bon, je vois du 8, je vois du 7. Ouais, on est plutôt sur des gens qui sont quand même assez connaisseurs. 10, waouh, ok. 4 pour Benjamin. Valérie 5, responsable qualité, ingénieur durabilité. Ouais, je vois la connaissance de la robustesse des procédés, c'est très intéressant. En fait, on va voir que la notion de robustesse, effectivement, en industrie, même en ingénierie, elle est quand même assez connue. Lorsqu'on regarde la robustesse du vivant, bah, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'on découvre un peu avec les propos d'Olivier Hamon. À Nice, stagiaire décarbonation, 6 sur 10. Est-ce que d'autres arrivent? Si jamais il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure, simplement on vous demande de mettre votre prénom, nom, titre de poste, et puis de 1 à 10, 1, vous maîtrisez pas très très bien cette notion de robustesse, vous la découvrez, et 10, vous êtes plutôt en maîtrise, vous avez besoin d'aller voir un peu plus loin. Donc je dirais qu'on est plutôt quand même sur du 5 plus, hein, on est plutôt même sur du 6, 7. Ok, Olivier Hamon, super référence. Ouais. Bah, évidemment, je vais pas faire l'impasse hein, de partager ces propos. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je suis pas un expert de la robustesse, hein, je me fais relais ici. J'ai effectivement j'ai été intervenir à l'école ESQSE qui est sur la qualité et sécurité, mais aussi santé et environnement, sur ce thème-là avec un TD de 6 heures auprès des étudiants en Master 2. Donc c'est 6 heures que j'essaye de vous partager sous un vernis de 45 minutes. Bien sûr, on ne pourra pas tout voir, mais vous aurez quand même une bonne approche. Et puis on va descendre en fait les propos d'Olivier Ramand sur ce qu'on j'appelle, enfin ce qu'il appelle l'entreprise robuste, avec aussi un questionnement sur qu'est-ce que ça veut dire pour le responsable qualité sécurité. Allez, je reviens du coup à mon support. Hop, et ici, voilà, pour les derniers arrivants, c'était ça l'exercice. Et puis vous prendrez en route, c'est pas grave si tout le monde n'a pas répondu. Alors, le déroulé, à l'issue de cette vidéo, l'approche, c'est de prendre un recul critique sur l'injonction de performance. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on a vraiment une injonction de performance? Clarifier des notions clés, robustesse, résilience, performance, ce sont des notions avec lesquelles on peut jongler. Parfois, on s'y perd un peu, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. S'inspirer du vivant, parce que finalement, cette approche robustesse du vivant, c'est une forme de biomimétisme. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, que de faire du biomimétisme en 2026? Et puis, on va descendre petit à petit sur le passer à l'action avec des outils concrets, comme les stress tests organisationnels, et aller descendre dans les pratiques métiers QSE, RSE, management. Je suis pas un spécialiste de la QSE, RSE. Pour autant, vous êtes là aussi pour pouvoir m'interrompre s'il fallait, ou poser des questions. Vous aurez aussi la place pour ça. Donc, vous avez sur la droite, en fait, les 5 parties hein, qui reviennent. Et dès la troisième partie, on va parler de la gestion des risques, qui est un des métiers classiques. Alors, dérouler. Hop là. En petit préambule, sur le site de la robustesse.org, vous retrouvez énormément d'informations sur cette notion de robustesse, un site web qui est très orienté open source. Et vous retrouvez même en fait les supports du cours que j'avais fait à l'ESQSE, je les ai partagés. Vous allez dans support partagé format animation, puis vous retrouverez mes deux supports. Vous avez
le même support que celui d'aujourd'hui, mais en plus exhaustif et un petit peu moins appliqué à ce petit déj où j'ai pu le mettre à jour. Je rappelle, donc moi je suis Marc Renaud, je suis de la société Mangrove. Je suis pas un expert de la robustesse, mais je viens l'introduire. C'est une notion qui est assez large et je vous partage un équilibre de slides qui seront à la fois visuels et à la fois écrites. Donc, ne soyez pas surpris entre cet équilibre entre des slides un peu très visuels et d'autres un peu plus denses. La société Mangrove où je travaille, en fait, c'est une agence de design sociétal. On est à Lyon, à Vèze plus exactement. Et on a deux jambes, en fait. On a des équipes design, des équipes stratégie et gouvernance. Et on accompagne un certain nombre d'acteurs différents. Un des grands métiers qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle simplifier la complexité. Donc, on développe ce qu'on appelle la pensée systémique, on fait du design de service, peut-être des notions que vous utilisez dans vos métiers également. Olivier Amand, une petite présentation d'entrée de jeu. C'est un chercheur, donc c'est pas quelqu'un qui fait partie de notre monde économique au départ, ni même des collectivités. C'est un chercheur en biologie. Il est sorti de son laboratoire il y a quelques années pour nous partager cette notion-là. En fait, il a creusé le monde des végétaux, des plantes, et il s'est rendu compte qu'il y avait une priorité, une préférence pour la notion de robustesse sur la notion de performance dans le vivant. Il est chercheur, vous voyez sur les logos à l'INRAE, à l'ENS de Lyon, et il est aussi directeur de l'Institut Michel Serres. Et vous voyez les principaux livres qu'il a écrits. Je les ai pas tous lus, hein. J'ai lu La troisième voie du vivant et L'entreprise robuste. Et ça suffit en fait déjà à dérouler le propos. Si vous voulez vraiment aller à l'essentiel, vous pouvez vous fournir le livre à 4 euros là, qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Et puis un petit clin d'œil, il est passé sur Arte la semaine dernière dans l'émission 28 minutes. Donc on se rend compte que ces propos ont beaucoup d'écho. Si vous tapez Olivier Amand sur YouTube, vous tomberez sur de très très nombreuses interventions qui vont de 100 000 à 1 million de vues dans les grandes lignes. Et son apport théorique en un clin d'œil, c'est également tous les visuels de type violet comme ceci. Vous les retrouvez sur le site de la robustesse.org. Son apport en théorique en un clin d'œil, c'est cet équilibre entre performance et robustesse, et où on échangeait avec Valérie en introduction. Elle me disait, en fait, j'ai cru comprendre que la nature, ce qu'on appelle la nature, les êtres vivants ne sont pas que performants ou d'abord performants, ils sont aussi robustes. C'est exactement ça. Il y a eu des réactions un petit peu de résistance quand Olivier Amand a proposé ses premiers apports, parce qu'il opposait un petit peu trop robustesse et performance. Et d'ailleurs, il a mis un petit peu d'eau dans son vin. L'important, c'est pas de dénigrer trop la performance, l'important, c'est de mettre la robustesse en priorité. Et ça dit quelque chose. Donc, l'optimum se trouvera ici, et dans un monde qui craque. Et donc, c'est ça qu'on va regarder, ce qu'il appelle le monde fluctuant. C'est intéressant à aller voir pour pouvoir assurer une certaine stabilité et viabilité de nos organisations. Donc, première partie, prendre du recul sur l'injonction à la performance avec quelques arguments scientifiques délivrés par Olivier. Et puis après, on va se détacher de ses propos. Donc, les arguments qu'il met en avant, en fait, c'est qu'optimiser fragilise. Et pour ça, il se saisit des dernières ruptures qui ont fait la presse, hein, que ce soit la rupture de moutarde, ou tout d'un coup, pour des questions de conditions climatiques au Canada, on n'en trouve plus dans nos rayons. Le canal de Suez qui fragilise les échanges internationaux, une mise à jour d'un logiciel qui fragilise l'ensemble des départs d'avions aux États-Unis, et de façon un peu plus sociétale et presque systémique, ce qu'on pourrait appeler une épidémie de burn-out où, sous-entendu, ça craque de toutes parts. Donc voilà, je le dis avec des guillemets. Mais pour autant, ce qui est très intéressant ici, c'est ce qu'on peut appeler des ruptures systémiques, c'est-à-dire qu'un petit effet d'aile de papillon quelque part a des effets conséquents chez nous. Et la liste en fait de ces ruptures s'allonge si on prend la péninsule ibérique qui s'est mis en blackout il y a quelques mois maintenant, le détroit d'Ormuz récemment, les canicules françaises que l'on vit actuellement. D'ailleurs, son intervention sur Arte était liée à ce sujet-là. Et puis à venir probablement les futures pénuries de cuivre. Donc, je vais quand même prendre un tout petit temps sur celui-ci, sur optimiser, fragilise. Ça sous-entend qu'en fait, dans la course à la performance sur laquelle on est tous un peu biberonnés, en fait, on optimise, on simplifie, on canalise, un peu comme les canals dans lesquels passe une grande partie de nos bateaux. Et un grain de sable dans les rouages, fragilise un système, en fait. Donc, tout ça nous a apporté énormément de développement, de progrès, d'apport au niveau social. Mais quelque part, petit à petit, ça se retourne un peu contre nous et on gagnerait à baisser le curseur performance. C'est ça que ça induit. L'argument scientifique numéro 2, c'est l'effet de rebond
qui est bien connu des écologistes, mais pas de tous. Alors là aussi, je prends un petit temps quand même pour ça. Il n'est pas si évident à capter celui-ci, cet effet de rebond. C'est que si on cherche en fait, à améliorer des produits pour qu'ils soient moins énergivores, par exemple, comme un frigidaire, eh ben, on aura tendance à s'acheter un deuxième frigidaire, voire une cave à vin. Si on va améliorer les moteurs de voiture, eh ben, on va avoir tendance à avoir une voiture plus légère, mais du coup à faire plus de kilomètres. Voire à se dire, bah, je n'ai pas de voiture, donc je vais pouvoir m'offrir un voyage en avion. Donc c'est des paradoxes qu'on a du mal à se saisir à titre individuel, mais quand on les met au niveau collectif, en fait, ben, c'est conséquent. Et donc c'est pas parce qu'on améliore en fait au niveau énergétique nos Mhm. différents objets, et on est bien placé pour le faire en tant qu'acteur économique, eh bien qu'on n'a pas des effets rebonds au niveau écologique. Dit autrement, en cherchant la sobriété directement, bah, on crée de l'hybriété. Ça aussi, souvent, ça interpelle parce que ce terme sobriété, on l'a beaucoup entendu ces dernières années. On a tendance à passer d'une logique, OK, il y a un problème, je vais partir sur une solution, et donc je vais m'attaquer au sujet de la sobriété. Et a priori, il ne faut pas, d'un point de vue systémique, ça va créer des effets, on va dire, pervers au niveau mondial. L'argument scientifique numéro 3, en bon scientifique, il nous parle d'autres scientifiques, la loi de Goodhart, qui, dans nos process d'amélioration continue, d'injonction à la performance, eh bien, on met des indicateurs de partout pour pouvoir contrôler. Il se trouve que la loi de Goodhart nous rappelle que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Et des exemples qui sortent du monde économique qui permettent de le comprendre, c'est dans le sport, où si la mesure est vraiment le plus important, on va ne pas hésiter en fait à utiliser du dopage, et plus légèrement lorsqu'on était étudiant, lorsque vous avez une bonne note et que c'est ça qui vous fait passer à l'année d'après, vous allez souvent profiter du bachotage, donc réviser toute la nuit et puis oublier tout le lendemain, quitte à avoir la bonne note. Et donc les systèmes qui sont omnubilés, hein, un peu attirés par les indicateurs, favorisent la triche, le dopage, les manipulations, les comportements contre-productifs. Et ça, c'est des choses qui sont a priori partagées dans pas mal de domaines économiques, sociologiques, politiques, etc. Et donc il faut savoir sortir des indicateurs ou peut-être plus simplement élargir les indicateurs. Le quatrième argument, argument 4, qui est en fait un argument intéressant d'un point de vue biologique. Je pense qu'il est tout à fait débattable d'un point de vue sociologique par contre, mais je vous le délivre tel qu'Olivier Hamon le partage. Cet effet systémique, en fait, où il nous explique que la performance, en fait, lorsqu'on augmente les ingréments de performance, en fait, on augmente les ingréments de compétition et ça mène souvent, voire même Olivier Hamon dit toujours à la violence. Donc, si on cherche continuellement à optimiser, donc je pense que c'est a priori très lié à son analyse des végétaux, il a pu l'observer. Lorsqu'on cherche à optimiser un système, il élimine les redondances, il réduit les marges de manœuvre, il se spécialise et il entre en compétition avec les autres systèmes. Et cette compétition produit alors des formes de violence. Et si on regarde de façon plus large, ça crée une violence sociale, économique, environnementale, organisationnelle. Donc là aussi, c'est des choses que là, le biologiste arrive avec quelques termes et ça peut nous surprendre. Peut-être avec un peu un clin d'œil, le plus grand symbole de cette forme de violence aujourd'hui serait peut-être Donald Trump, qui est un très très fort compétiteur et qui n'hésite pas à user de la triche pour pouvoir mettre des cartons rouges sur cette dernière semaine. Et c'est en fait assez violent, quoi. On respecte pas les règles du jeu tout simplement. Alors cette prise de recul, en fait, si on prend vraiment du recul avec les propos d'Olivier Hamon, il s'adjoint aussi de Michel Serres de l'Institut, de son propre institut qui avait écrit le contrat social. En fait, ça nous amène petit à petit à la santé commune, euh, et que cette performance serait quelque part une forme de croyance. En fait, on aurait mis cette performance un peu comme une valeur trop centrale, trop prépondérante, et elle serait issue de nos croyances, de nos idéologies, d'un système de pensée. Et elle n'est pas venue par hasard, en fait. C'était lié à un monde qui était relativement stable, abondant en ressources, propice, du coup, à cette notion de performance. Et les grands économistes, si vous avez fait école de commerce comme moi ou prépa, vous parlez beaucoup de concurrence libre et non faussée, de loi de l'offre et de la demande. Si vous avez fait plutôt école d'ingénieur ou scientifique, on va parler de toutes choses égales par ailleurs. Tout ça, en fait, ça tombe un petit peu à l'eau avec la crise écologique. En fait, il n'y a plus de toutes choses égales par ailleurs. D'ailleurs, il n'y a jamais eu, mais c'est encore moins présent. Et donc, on bascule d'un monde où
sur ces 20 dernières années. Allez, pour les meilleurs d'entre nous, on regardait un petit peu l'impact de nos activités sur l'environnement. Et c'était un réflexe un petit peu descendant et contrôlant, pour autant quand même assez positif, hein. Mais désormais, ce qu'on va regarder dans les années qui suivent, c'est l'impact de l'environnement sur nos propres activités. Euh, et en fait, la quête de performance nous a petit à petit mené à l'épuisement des sols avec l'agriculture intensive, une pollution massive, et puis la plus grande perte de tous, la perte de la biodiversité. Et donc, si on va jusqu'au bout des propos d'Olivier Hamon, la performance, ce serait un culte. Il parle même de logique sectaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier. Si vous allumez un écran de télé, si vous ouvrez un plan stratégique d'une entreprise, vous aurez toujours un mot positif à côté du mot performance, alors que c'est pas une évidence en tout lieu, en tout temps. Et donc, avec ce constat un petit peu gris, un peu presque un peu noir sur le terme performance, on va venir le rééquilibrer avec le terme robustesse, et c'est ça le chemin intéressant. Olivier Hamon parle de ringardiser le culte de la performance. C'est intéressant, c'est juste simplement de dire que parfois c'est la notion de désirabilité aussi qui est importante, et que tout à chacun on a intérêt à cultiver la robustesse, et on le fait probablement déjà. Sinon, on serait tous en burn-out. Donc voilà, en résumé, ce qu'il nous dit en première partie, c'est qu'on a suroptimisé notre économie, nos sociétés, nos écosystèmes, et donc en retour, on a fragilisé en fait le système que l'on a créé, et ça craque petit à petit, et a priori, c'est que le début, et tout ça est déjà partagé par de nombreux rapports et structures comme le GIEC, mais pas que, l'IPBES sur la biodiversité, et ça adjoint aussi d'autres structures comme l'IUCN, la CIA ou le World Economic Forum. Et donc, il utilise des termes aussi scientifiques intéressants. Il dit on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans celui de l'écart type. Donc ça rappelle les températures aussi, ou voir les inondations, voir les ouragans. Le sujet, c'est pas plus de degrés, c'est le sujet, c'est quand tout d'un coup vous avez un pic à plus, disons, 45 ou 50 degrés. Le sujet, c'est quand vous avez un pic à plus de 200 km/h de rafale de vent ou une inondation qui dure plusieurs jours. Donc c'est bien les notions d'écart type qui nous intéressent, et comment résister à ces écarts types, à ces points de tension qu'on ne voit pas venir, qui sont parfois plus intenses ou plus longs que prévu. Et donc, on crée le monde de la continuité pour entrer dans un monde de rupture avec une seule certitude, c'est que le maintien et l'amplification de tout ceci est à venir. Donc, on rentre dans une période un petit peu de brouillard, en fait, hein. Aucun être humain n'a vécu dans un monde avec autant de CO2 dans l'air, et avec une perte de biodiversité aussi forte. Et donc, quelque part, les hypothèses du monde dans lequel on a construit nos propres croyances et peut-être mécanismes aussi, eh bien, se fragilisent. Le monde n'est plus tout à fait abondant en ressources, a atteint ses limites. Et si on va jusqu'au bout des propos d'Olivier Hamon, il nous dit on quitte la fin du néolithique. Donc, c'était il y a 10 000 ans, où on a commencé en fait, à essayer de contrôler la nature, chose qu'on n'est jamais vraiment arrivé à faire. Et maintenant, on va essayer d'habiter un monde, on va moins pouvoir la contrôler, mais plutôt vivre avec. Et donc, mis bout à bout, on pourrait croire que c'est un écologiste, ou voire un analyste sociologique ou biologique, mais en fait, ce qu'il fait surtout, c'est une analyse culturelle. Donc, c'est un changement culturel qui nous apporte ici. Et d'autres scientifiques le rejoignent d'ailleurs, hein, parlent souvent de changement culturel plus qu'autre chose. Et donc, c'est aussi ça que je vous délivre finalement ce matin, et en descendant petit à petit dans vos métiers. Alors, pour s'y retrouver sur performance et robustesse, il y a un autre terme qui revient souvent, c'est résilience, qu'on a entendu ces dernières années. Donc, je vous fais une petite clarification sur ces termes-là. Le terme performance tel que vu par le biologiste Olivier Hamon, mais qui est intéressant parce que nous, en tant qu'économistes, on entend beaucoup, c'est celui du contrôleur de gestion. Donc, clairement, l'ensemble de nos entreprises sont tirées par les enjeux de rentabilité. Et souvent, le contrôleur de gestion, c'est un peu celui qui a le dernier mot. Et c'est assez vrai, en fait, hein, quand on baigne dans le business. La performance est un indicateur de résultat. Donc, en économie, en management, c'est la capacité à atteindre ou dépasser des objectifs fixés, souvent mesurés par des KPI, indicateurs clés de performance, comme le chiffre d'affaires, la productivité, le retour sur investissement. Et j'imagine que vous en avez une panelle dans vos différents départements. Si on va dans le monde du sport et de l'art, la performance, c'est quelque chose de très positif. C'est plutôt l'excellence dans l'exécution, c'est battre un record, c'est réaliser une œuvre technique, c'est l'art de bien faire, c'est très, très positif. Ce qui est mis en avant, c'est qu'en fait, dans le culte culturel actuel de la performance, en fait, ça a été accaparé par le contrôleur de gestion, et la performance serait réduite
en fait, à une notion qui maximise les profits tout en minimisant les coûts. Et donc, du coup, l'entreprise devient tout simplement une machine. Donc, faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Donc, et rehausser les objectifs tous les mois, voire toutes les années. Donc, c'est une mission un petit peu noire de l'entreprise, mais c'est une certaine réalité où chaque année, on doit relever les objectifs de performance. Et donc, face à cela, il y a une voie de sortie, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir le vivant, c'est d'aller voir comment il se comporte. Et là, c'est le biologiste, c'est le scientifique qui vient nous apprendre ça, c'est que le vivant, il priorise d'abord la robustesse. Et pour ça, donc, il a étudié les plantes pendant plusieurs années. Et donc la robustesse, vous voyez ici en troisième paragraphe, la phrase, hein, ça consiste à maintenir le système stable et donc viable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable et donc viable malgré les fluctuations. Vous pouvez simplement penser à un arbre qui, à travers le froid de l'hiver, la chaleur de l'été et les rafales de vent, fait en sorte de rester stable et viable malgré les fluctuations que je viens d'évoquer. Et pour y arriver, eh bien, les mots-clés qui ressortent, c'est ceux qui sont sur la droite. Beaucoup d'inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, hasard, gaspillage, diversification. Il y a même le mot coopération qui arrive à droite, qui peut être d'ailleurs une interprétation. Enfin voilà, ce sont des mots qui, en entreprise, on n'entend pas toujours parler d'inefficacité, d'incertitude, de lenteur. Et a priori, on aurait tout intérêt à le cultiver. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Sur la résilience, donc là je remets la définition de la robustesse et la performance. Je mets juste celle de la résilience en plus, parce que parfois on ne sait plus très bien où s'y retrouver. La différence avec le terme résilience, c'est que dans la science des matériaux, voire en psychologie, j'allais dire un petit peu dans nos communs, le terme résilience, c'est souvent en fait se relever après la chute. Alors que la robustesse n'induit pas nécessairement la chute, en fait. C'est plutôt un cadre dans lequel on navigue, dans lequel on pourrait insérer la résilience, c'est-à-dire qu'on s'autoriserait la chute, mais on l'encourage pas nécessairement, alors que la résilience, quelque part, sa différence, c'est que à force d'en parler, on valoriserait le fait de se casser la gueule pour pouvoir repartir. Et d'ailleurs, c'est très très valorisé chez les sportifs de haut niveau. Oh là là, il a eu une interruption de 2 ans, il a réussi à partir au plus haut niveau. On n'a pas besoin de passer par là pour pouvoir être robuste. Et donc, ce que le biologiste nous apporte, c'est que si on regarde notre propre corps, lorsqu'on a la fièvre à 40 degrés, nos enzymes sont hyper performants, mais ça ne peut pas durer plus de 3 jours, sinon c'est la mort assurée. Donc, le reste du temps, nos enzymes sont plutôt de l'ordre robuste. Il nous évoque la lionne ou le pompier, qui est aussi la lionne, lorsqu'elle chasse la gazelle, est très très performante, mais le reste du temps, elle est plutôt robuste, c'est-à-dire les termes qui sont évoqués tout à l'heure, de lenteur, des récupérations, etc. Tout comme le pompier qui part au feu, il faut qu'il soit hyper performant, le chirurgien qui intervient, mais le reste du temps, il faut qu'il prenne soin de ses équipes, prenne soin de lui-même, prenne soin de l'espace dans lequel il est, et pas induire tous les gestes de performance qu'on peut imaginer. Sur la photosynthèse, l'exemple de droite aussi, on parle de sous-optimisation. Le rendement énergétique de la photosynthèse est de 1 à 2%. En comparaison, les panneaux photovoltaïques sont plutôt de l'ordre de 15 à 20%. Si on avait un rendement plus fort de la photosynthèse, les feuilles des plantes seraient noires. Donc là, je vous remets l'exemple de l'arbre. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'arbre, mais on peut facilement comprendre que la multiplication des feuilles fait un effet de redondance et lui permet en fait de résister justement aux fluctuations. S'il a une feuille qui tombe, c'est pas la cata, il en a d'autres pour prendre le relais. Sa croissance est lente, etc., etc. Alors maintenant, on descend du coup, alors je vais regarder l'heure quand même pour voir où j'en suis, 9h24, on n'est pas trop mal. Si on regarde la gestion des risques, qui assure une certaine qualité, une certaine sécurité des environnements dans lesquels vous naviguez, est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'elle est dépassée? Point d'interrogation. Donc, j'ouvre le sujet. Pour pouvoir ouvrir ce sujet, ce qui est important, c'est de réintroduire la notion de systémie. Je l'ai un peu évoqué en introduction avec les arguments scientifiques, notamment avec les ruptures. Dans tous les cas, comme la notion de robustesse vient équilibrer la notion de performance, on est déjà en fait dans cette notion de systémie qui s'installe. Donc, ce que nous partage Olivier Amand, qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous dit que dès qu'il y a une crise, une rupture, donc c'est en bas à gauche, hein, ça nous emmène, notre réflexe premier, c'est de renforcer notre besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle nous permet d'augmenter
la performance. Mais le fait d'augmenter la performance, malheureusement, dissipe à nouveau les ressources. En fait, on va avoir encore plus d'énergie et on va à nouveau consommer plus de ressources, qui va nous emmener vers une prochaine rupture, qui va renforcer la boucle, et ce qui crée en fait ce qu'on pourrait tout à l'heure appeler des effets rebonds, mais c'est surtout plutôt une logique dans laquelle on est inséré. Donc il va falloir en sortir petit à petit. Cette notion de pensée systémique, elle est connue, mais elle n'est pas partagée par tous. C'est quand même des notions qui sont relativement nouvelles. Je vous partage avec un peu d'humour un des exemples phares de la pensée systémique, c'est le parachutage de chats sur l'île de Bornéo dans les années 50, où simplement à l'époque il y avait une épidémie de paludisme, et donc pour éradiquer les moustiques, ils avaient mis un certain nombre de produits chimiques, et de fil en aiguille, en fait, ça avait décimé les chats, qui avaient du coup fait une prolifération de chenilles, qui avait fragilisé les toits, et donc petit à petit a tué euh, le paludisme. En fait, on a fait revenir des rats et encore plus d'épidémies qui sont arrivées. Et la seule solution qu'ils ont trouvée à l'époque, c'était de parachuter des chats sur l'île. Donc voilà, c'est vraiment de se dire que c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut évidemment l'éradiquer d'entrée de jeu. Et donc du coup, les problèmes viennent souvent davantage des interactions entre les éléments que les éléments eux-mêmes. Donc c'est une petite phrase, mais qui dit beaucoup de choses. Et pour pouvoir en fait appréhender cela, en fait, il y a des outils de visualisation, donc sur la partie droite, de la complexité. C'est des choses que nous, on utilise pas mal chez Mangrove, vu qu'on intervient avec beaucoup d'interlocuteurs, ou par exemple le schéma de droite avec les cercles de connexion entre les acteurs, ou voir sur un même territoire, on va identifier les entreprises, les collectivités, les élus, etc., pour pouvoir comprendre qui est partie prenante dans les décisions. Le modèle de l'iceberg est assez génial aussi. Sur un événement, en fait, vous déstructurez ce qu'il y a derrière, quelle est la tendance qui est analysée, quelle est la structure, quels sont les modèles mentaux. Donc, ne pas s'arrêter finalement à juste ce qu'on observe. Le graphique temporel, si vous connaissez l'outil des trois horizons, je vous recommande vivement en tout cas de l'utiliser ou d'aller voir l'outil des trois horizons, qui permet d'insérer en fait de nos plans d'action dans une dynamique court, moyen et long terme, et ça aide énormément pour penser système. Donc, sur cette gestion des risques, est-ce qu'on n'est pas déjà bien suffisamment équipé? Euh, En fait, la crise socio-écologique qu'on traverse est celle du risque lent. Donc, la gestion des risques, oui, à considérer qu'elle tient compte du risque lent. Donc, en fait, on a aménagé notre monde petit à petit avec un remembrement des parcelles agricoles, densification des réseaux de transport, mondialisation des échanges, sans se rendre compte que petit à petit, en fait, ça a fragilisé les écosystèmes dont on dépend. Euh, et donc, c'est ce contexte-là qui, petit à petit, cette fragilisation du contexte qui donne le primat à la robustesse. Et donc, c'est bien ça, je remets ici un peu en rappel, mais ça fait un petit peu redite. Enfin, voilà, vous pouvez voir l'encart en bas à gauche. C'est donc le contexte qui dit que l'objectif, c'est donc, dans un monde stable, l'entreprise peut se permettre la performance, quitte à s'exposer à des risques. Dans un monde instable et fluctuant, elle devra être robuste avant d'être performante. Et donc, on va devoir nourrir notre gestion du risque, notre appréhension du risque avec la notion de robustesse. Qu'est-ce qu'on appelle la gestion du risque? En fait, c'est tout un arsenal de normes, de procédés, de missions avec des risk managers, des ingénieurs des gestions des risques, l'analyst manager, vous connaissez ça probablement encore mieux que moi, avec différents services de gestion des risques financiers, de la conformité, l'audit interne, services de gestion de la continuité des activités, les différents labels, ISO, AFNOR. En fait, il y a vraiment un certain nombre de choses. Pour autant, elles s'accumulent aussi, et parfois ça crée un corpus un peu qui peut paraître indigeste. Parfois, lorsqu'on se retrouve en situation simplement d'opérateur sur le terrain, ça peut être difficile à mettre en place, et donc on doit simplifier aussi cette complexité, et ça fait écho à la notion de robustesse. Euh, donc ça, c'était simplement pour introduire la notion. Euh, En fait, dans la gestion du risque, souvent, on va vouloir éviter le risque. Et ce dont on se rend compte dans ce monde fluctuant, c'est que éviter le risque, ça sera plus possible. En fait, il va y avoir, et c'est déjà le cas, de plus en plus de risques imprévus. Il y a ceux qu'on a vus en amont avec le canal du Suez, etc. Mais on peut évidemment rappeler le Covid aussi. Le coût de la gestion risque d'être de plus en plus élevé, ça risque de moins en moins bien fonctionner, en fait, tout simplement. On va faire face à des crises impensables. Euh, et donc, symboliquement, le risque, on va devoir le réenchanter. Donc, c'est la partie de droite
c'est de se dire, ben, finalement, plutôt que d'éviter le risque, on va construire sur le risque. Donc, on accepte qu'il y ait du risque, c'est OK pour nous, et on l'intègre dans nos outils de conception et de monitoring. Et donc, dès qu'une fluctuation arrivera, à ce moment-là, du coup, ça fera que renforcer la stratégie qu'on aura mise en place. Et donc, le rôle du qualité, sécurité, environnement, ce sera de plus en plus stratégique, de plus en plus transversal, parce que il va pouvoir remonter au niveau de la direction, au niveau du CODIR, pour pouvoir se prémunir des risques qu'il y a sur le territoire de l'entreprise, peut-être au niveau européen, peut-être au niveau international. On peut faire le lien avec les achats, on peut faire le lien évidemment avec toute la chaîne de valeur dans laquelle est embarquée l'entreprise. Et donc le QSE va se connecter à la chaîne de valeur. Donc descendons en fait justement sur le métier du QSE et du RSE. Pour cette session, du coup, je vous ai proposé justement un duo de ces deux intervenants. Ce que nous dit, tiens, je le mets en introduction, Olivier Hamon, c'est que ça vaut pour le QSE et le RSE, mais en fait, ça vaut pour beaucoup de métiers. C'est de passer de meneur à facilitateur, se dire, passer d'une logique de je veux, je sais où il faut aller, à j'ai envie, mais je ne sais pas encore. Donc, c'est vraiment une autre façon d'appréhender notre travail aussi au passage. Et donc, au lieu de chercher la solution en clé en main, pensée assez réductionniste, problème-solution linéaire, un peu caricatural, hein, je vous l'accorde, le duo QSE-RSE cherchera les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Donc, la pensée systémique, le billard à trois bandes. Et donc là, je vous ai préparé en fait un certain nombre d'éléments que je trouve quelque part un peu la véritable boussole de ce webinaire. On va plus loin que ce que Olivier Hamon a pu partager. Donc, face aux pénuries de ressources, on pourrait passer d'objets sobres, fragiles, sources d'effets rebonds et d'obsolescence programmée, à faire des objets réparables, circulaires, moins sobres à la fabrication, pour générer de la sobriété à long terme. Donc là, c'est pas que le QSE, bien évidemment, ça va être l'alliance QSE et RSE, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire que des objets réparables tout de suite, des objets circulaires tout de suite, où le gâchis n'est pas un problème, en fait, comme dans la nature. Donc, ils ne sont pas nécessairement moins sobres à la fabrication, hein. Ils peuvent être plus lourds, ils peuvent être plus gros. Pensez à un téléphone qui serait réparable, nécessairement, il sera peut-être un petit peu moins design. Par contre, vous autonomisez les personnes qui vont l'acheter, vont pouvoir le réparer par eux-mêmes, ça va durer plus longtemps dans le temps, et vous cassez en fait les effets délétères de la sobriété directe. Face à l'amplification des fluctuations imprévisibles, donc là, ce que je vous dis, c'était sur les ressources précédemment, donc sur les fluctuations, on va passer de la réduction du risque à l'acceptation du risque et à son adaptabilité. Donc ça veut dire aussi que l'adaptabilité dans un monde fluctuant, on doit intégrer du low-tech, pas nécessairement avoir le réflexe du high-tech. Et on doit se renforcer dans le low-tech via l'abondance des interactions avec la coopération. Donc là aussi, on va devoir s'appuyer sur les humains. Dit autrement, le technique ne sera pas toujours là pour répondre à nos besoins. Face au dérèglement climatique, passer de faire des bilans carbone, qui est une forme de mesurocratie performante, sans rien changer à notre culture, qui est certes intéressant, hein, moi je ne mets pas tout à la poubelle, il y a des choses très intéressantes dans les bilans carbone, mais il faut le compléter, il faut l'augmenter avec une analyse sur nos impacts sur la biodiversité. Chose qui, dans beaucoup de nos entreprises, est très peu fait. Pour vous citer par exemple un exemple chez l'entreprise Andros, lorsqu'ils ont essayé de voir quel était leur impact sur la biodiversité, ils avaient très peu de connaissances sur les sols qu'ils utilisaient pour l'ensemble de leur verger. Que ce soit, ne serait-ce déjà en taille en fait des vergers utilisés, la qualité des sols. Donc quelque part, s'intéresser à la biodiversité, c'est pas plus compliqué que ça, c'est prendre nos réflexes qu'on sait bien faire et d'aller voir quels sont les impacts du sourcing de tout ce que l'on achète, de là où vient l'ensemble de nos chaînes de valeur. Et donc, du coup, on redonne de la place aux services écosystémiques et on change notre rapport au monde. Donc ça, c'est quand même pas négligeable pour le coup. Je vais aller un peu plus loin par la suite. Donc, pour le métier QSE, si on fait un focus, en fait, une de ces valeurs ajoutées, ça peut être de détecter les bombes à retardement qui seraient trop performantes et se mettre du coup au service d'une nouvelle qualité, à la fois la robustesse de son organisation et de son territoire. Donc là, je vais le dérouler. Je prends un tout petit peu plus de temps pour ça parce que c'est vraiment clé si on va aller jusqu'au bout du geste. Donc sur la partie gauche, on est plutôt sur la robustesse de son organisation. Donc si vous êtes responsable QSE,
votre métier ne serait pas seulement, hein, et j'imagine que c'est pas que ça, mais je simplifie, de chasser les non-conformités, ISO, etc. Mais ce serait aussi de repérer les maillons trop performants, ceux qui risquent de craquer et qui pourraient devenir des bons à retardement dans un monde de plus en plus fluctuant. Et donc, je vous ai mis quelques questions qui vont avec. Dans votre entreprise, quel processus a été optimisé au maximum? Que se passerait-il si son maillon le plus performant tombait en panne? Comment pourriez-vous concilier la pression sur la performance, comme réduire les coûts, et la nécessité de robustesse, par exemple avoir des stocks de sécurité? Et puis comment vous le défendriez auprès de vos dirigeants? Là aussi, je vous apporte quelques éléments par la suite. Vous devez manipuler parfaitement les indicateurs, les KPI, les indicateurs clés de performance. Ce serait quoi des indicateurs de robustesse? Qu'est-ce qu'on mesurerait? Euh, et je vous donne quelques exemples comme le pourcentage de fournisseurs locaux, le temps de reprise après une panne. Et attention, le temps de reprise après une panne sans utiliser uniquement la technique, la mécanique. Donc ça, c'est plus pour la robustesse de vos mécanismes, de vos process, de votre organisation. Sur la partie droite, ce que je rappelle, c'est que, attention, cet équilibre robustesse-performance, moi, quand j'en parle avec des ingénieurs, ils me disent toujours, attends, moi, quand je crée une machine, ça fait longtemps qu'on fait l'équilibre robustesse-performance. Certes, ce qui est intéressant ici dans ce qu'apporte Olivier Hamon et dans le contexte de 2026, c'est que quand on regarde la robustesse inspirée dans le vivant, ça nous invite à aller un cran plus loin et à se mettre au service de son territoire. Donc pour rester stable et viable malgré les fluctuations. Vous avez peut-être entendu parler de l'exemple de Porsche il y a peut-être un an ou 18 mois. Ils ont eu une inondation dans leur locaux de fabrication de véhicules et ça leur a mis plusieurs millions d'euros de côté. Sous-entendu, vous pouvez avoir une organisation robuste. Si votre territoire ne l'est pas, ça va craquer quand même en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de questionnement? Positionner le curseur de la robustesse non seulement sur l'orga, mais aussi sur votre territoire. De quel territoire on parle? De quelle fluctuation on parle? De quel service écosystémique vous pourriez renforcer sur votre territoire en priorité? Si vous êtes, par exemple, un acteur qui utilise beaucoup d'eau, peut-être renforcer le service écosystémique de l'eau. Si vous avez un acteur qui va acheter beaucoup de matières premières, peut-être plutôt sur les sols. Quelle partie prenante pour construire cette robustesse? Imaginez, vous soyez à Lyon, vous vouliez renforcer la qualité du Rhône ou de la Saône. Évidemment, vous êtes loin d'être le seul à pouvoir le faire en tant qu'entreprise, acteur corporate. Et donc, avec qui on va pouvoir le faire? Quel nouveau modèle économique déployer pour une robustesse rentable? Attention à ne pas renvoyer performance à rentabilité et robustesse à non-rentabilité. La logique, c'est d'être stable et viable dans un monde de plus en plus fluctuant. Et donc, ça sous-entend bien rentable, hein, une robustesse rentable. Quels nouveaux matériaux, en fait, vous pourriez vous saisir, qui seraient peut-être pas à l'autre bout du monde, qui seraient peut-être plus proches de vous et du coup sur lesquels vous auriez plus la main? Quel impact sur la chaîne de valeur de votre entreprise? Donc là, c'est plus de questions ouvertes, j'en ai bien conscience, mais à nouveau, la notion est large et donc c'est normal qu'on ressorte avec un certain nombre de questions. Pour terminer, en fait, on sort un petit peu du métier QSE et RSE et on regarde au niveau de l'entreprise avec un premier réflexe, c'est les réflexes de la grammaire, des termes. C'est pas négligeable en fait. Donc je vous remets un petit laïus sur le vocabulaire qu'on a pas mal utilisé sur les décennies précédentes. Donc sur la partie gauche, on avait l'illusion d'un monde stable et abondant en ressources. On utilisait beaucoup et on maniait avec beaucoup d'agilité le terme performance, la compétition, l'optimisation. Et on a prolongé ça, en fait, sur ces dernières années, avec la notion de sobriété, la collaboration, l'agilité, l'adaptation, la résilience. Tout ça est très intéressant, on sait très bien le faire. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intervenants sur ces sujets-là et vous en êtes probablement également aussi. Vous retrouvez des notions que vous devez probablement maîtriser. Celles qui sont intéressantes, qui sont apportées par ce webinaire, c'est celle de droite. Petit à petit, bon an, mal an, et vous le faites probablement déjà, on bascule en douceur vers la robustesse. En fait, Olivier Hamon nous rappelle tout simplement qu'on passe de l'abondance à la pénurie, et ça, c'est mathématique, c'est une équation mathématique. Et dans une situation de pénurie, en fait, on va renforcer la circularité, la coopération, l'adaptabilité et la sous-optimalité. Optimalité, pardon, pas facile à dire celui-ci. Donc, ça se fait naturellement. Donc, la circularité, c'est se placer dans les conditions où les gâchis ne sont pas un problème. Il va même jusqu'à plus loin, Olivier, hein, il parle de recarboner l'économie en remplaçant le pétrole et les métaux par des matériaux biosourcés et biodégradables. Je vous intéresse à regarder notamment un fonds de dotation sur des techniques
Pardon, je l'ai perdu. Je vous le retrouverai après, pardon. En tout cas, sur des matériaux biosourcés et biodégradables, utilisation de chanvre et d'autres qui pourraient remplacer des matériaux classiques comme le plastique. La coopération, en fait, il fait le distinguo entre coopération et collaboration. Donc, coopération, c'est avancer sur un objectif commun avant l'objectif individuel, alors que parfois on peut collaborer, mais en fait, pas nécessairement pour l'objectif commun. L'adaptabilité se différencie de l'adaptation. Donc, ça nécessite de diversifier, expérimenter, prendre suffisamment de marge de manœuvre pour ne pas tomber en cas de turbulence. Moi qui suis spécialiste de l'innovation, ça marche évidemment très très bien. Donc, c'est oser diversifier, oser aller en fait sur des secteurs, des prototypes, se créer un périmètre d'expérimentation plutôt que de devoir tout changer d'un coup, changer par petites touches. Et puis, oser la sous-optimabilité. Rester humble, reconnaître qu'en fait, on ne connaît pas tout, ne pas chercher l'optimum en permanence. Et puis, en bas à droite, je vous ai mis de beau. Voilà, finalement, c'est ce récit du vivant, en fait, qui nous donne quelque part une forme de réponse à ce monde fluctuant. C'est comme si on avait la solution sous nos yeux et on l'avait un petit peu oublié, en fait. Pour l'entreprise robuste, issue du livre d'Olivier Armand, en fait, je vous ai fait une petite fiche résumée parce que pareil, quand on doit descendre, atterrir dans nos entreprises, ces notions un peu de biologiste ou même le terme de notion ou de concept, elles sont pas toujours évidentes à manipuler. Nous, on a besoin de discuter avec des codires par la suite. Et donc, s'il y a des grands réflexes clés que vous pourriez insérer dans vos futurs plans stratégiques, ce serait la circularité avant l'efficience. Donc déjà, si vous avez la possibilité de faire la circularité sur vos métiers, vous pouvez y aller tout de suite. De toute façon, dans les prochaines années, vous devrez y aller de gré ou de force. La coopération avant la compétition, ça c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, dans votre filière, aller sur la circularité, ça nécessite probablement de coopérer avec vos fournisseurs en amont et avec vos clients en aval. Alors peut-être pas tout de suite avec vos concurrents, quoique, hein, mais en tout cas, il faut aller faire de l'innovation verte. L'adaptabilité avant l'agilité, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ne pas être agile en tout lieu pour pouvoir renforcer encore la performance, mais plutôt aller explorer des zones que vous ne connaissez pas. Je fais le lien avec l'exploration, la diversification, la viabilité à long terme avant l'efficacité. Concrètement, auprès des décideurs, je sais que quand on fait ces webinaires, il y a souvent en fait des personnes qui sont consultants, coachs aussi. Donc, vous êtes amenés à travailler avec un certain nombre de décideurs. Ce qui est proposé ici, en fait, c'est simplement lors des interviews que vous avez avec les dirigeants, c'est de questionner quelles sont les représentations de la performance, du contrôle, de l'incertitude, de la croissance. Et tant qu'on n'a pas questionné ça, en fait, quelque part, on reste dans le même moule que celui qui était précédent. Vous pouvez inverser le cadre spatio-temporel. Je ne l'ai pas mis dans ce support, mais vraiment, l'outil des 3 horizons, je vous le recommande fortement. Et inverser le lien entre activité et environnement. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, je le redis. C'est pas uniquement regarder l'impact de notre entreprise sur l'environnement, mais l'impact de l'environnement, des ruptures sur notre entreprise. Et si vous avez la place, petit à petit, et ça questionne la raison d'être sur la partie de droite, vous pouvez commencer à emmener votre propre entreprise vers la contribution à la robustesse de son territoire. Ce sont des éléments qui marchent évidemment énormément d'un point de vue marque employeur. Ça recrée du sens. Et souvent, je suis interpellé par des gens qui font du marketing, des gens qui font l'ARH, des gens qui travaillent même dans l'IA, les achats. Ils me disent, mais moi, j'ai bien compris, ça m'attire, mais qu'est-ce que je peux bien faire et tout avec mes métiers? Je me sens très éloigné. La réponse, c'est est-ce que tu peux contribuer à la robustesse de ton territoire? Et comment, en fait? Si tu contribues, notamment vers la biodiversité, alors tu es quelque part dans cet équilibre robustesse performance. Attention, pour le faire, ça se fait pas d'un coup d'un seul, hein. Ça nécessite une reconnexion au milieu naturel. J'ai évoqué tout à l'heure le Rhône, mais ça peut être les sols, les insectes, les oiseaux, un certain nombre de choses à faire. Et là, on a des marges de manœuvre parce que on en est loin, étant donné
les super machines qu'on a pu créer. Je vous mets quand même des exemples en bas à droite, hein, le tout réparable robuste, mis sur des matériaux biosourcés locaux, et donc sur le maintien à long terme des forêts et de cultures pourvoyeuses de biomasse, ce qui nourrit de nouvelles pratiques sociales, ateliers citoyens de réparation par exemple, et aboutit au basculement de l'économie propriétaire vers l'économie de l'usage. Donc on retrouve des termes que vous avez peut-être entendus par ailleurs, comme l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Quelques inspirations ici qui sont intéressantes, mais que je trouve, on va dire, récupérées de fait. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà robustes sans le dire. Pour autant, ça permet de clarifier. Si on prend Decathlon avec WePlay Circular, qui vous permet de louer votre matériel de sport plutôt que de l'acheter, on est dans cette notion de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On est dans la notion de robustesse, puisqu'on va utiliser moins de matières premières pour pouvoir faire les mêmes activités. On peut citer Dartimax avec son offre de réparation aussi. On peut citer 1083 avec les textiles responsables à moins de 1083 km de chez vous, qui est la distance entre Monaco et la Bretagne. C'est une société qui est du côté de Romans-sur-Isère. On peut parler de premiers supermarchés coopératifs, qui sont en fait là des initiatives un petit peu parfois isolées, comme la Louve, des entreprises comme 1083 qui en ferait un concurrent finalement à Lévis avec toute son humilité. Mais on peut voir qu'il y a des acteurs comme Decathlon qui sont quand même des grosses machines, Nexans qui revendiquent ces notions de robustesse. Voilà, il faut savoir aussi lire entre les lignes. Si on prend Nexans, en fait, il y a eu un travail aussi de simplification de leur carnet client. Et ça, c'est des choses qu'on fait déjà traditionnellement dans la performance. Donc, il faut après le dédier vraiment à la robustesse du territoire. Pour terminer, je regarde le temps qui nous reste, 5,46. Voilà, j'ouvre simplement sur ce jeu qui est aussi téléchargeable, qui a été développé en partenariat entre Olivier Hamon, le cabinet Utopie qui est à Paris, OPO, que je ne connais pas, et surtout la métropole de Lyon, pour les Lyonnais qui nous suivent. En fait, ils ont développé un certain nombre de cartes. Il y en a de mémoire entre 30 et 40. Vous retrouvez des cartes de type production, offre et innovation, logistique et d'autres. Ou sur la partie de gauche, ou enfin sur un recto, vous avez l'exemple d'une entreprise, d'une organisation. Et sur la partie de droite, vous avez comment elle s'en est saisie. Et ces cartes-là, ces cartes choc ou stress test ou cartes de robustesse, c'est des choses que nous, on commence à utiliser. Voilà, ça fait après 2 ans qu'on fait ça, pour pouvoir faire ce qu'on appelle des ateliers de prospective, où on se projette dans un monde à 2040, 2050, mettez la date que vous voulez, et vous voyez comment vous réagissez. Ce qui est intéressant, c'est que ces cartes ont été créées il y a 2-3 ans, et parfois déjà, elles sont même un peu, j'allais dire, pas si disruptives que ça, un peu déjà dans le commun des mortels. Donc on se rend compte que ça change vite. Avec les étudiants en Master 2 du Master de SQSE, je leur avais proposé j'avais mis toutes les cartes sur la table. Vous pouvez faire ça, par exemple, avec votre équipe, équipe RSE, CODIR, etc. Et leur dire d'en choisir une parmi celles-ci et de se dire, bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire si dans notre entreprise, il y a la disparition d'un savoir clé. Et donc là, les étudiants l'ont fait avec les exemples d'entreprises en alternance dans lesquelles ils étaient. Donc, je vous montre un autre exemple ici. L'interdiction d'une substance jugée toxique qui pourrait être, par exemple, dans les substances que vous utilisez dans vos produits. Si demain elle disparaissait, qu'est-ce que ça veut dire? Acheter neuf devient presque honteux. Le moment où on avait fait cet exercice-là, il y avait le scandale de Shine avec l'entreprise BHV, donc les étudiants s'en étaient saisis. Mais petit à petit, peut-être qu'acheter neuf va devenir honteux, en tout cas un petit peu comme la honte de prendre l'avion, ça va s'installer. Et donc, à nouveau, la circularité va prendre le pas. Pour aller plus loin, bah, je vous recommande évidemment la lecture de ces ouvrages, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de descendre dans vos métiers. Voilà pour ce partage. Je me tourne vers vous, je quitte la présentation et je vous propose simplement un petit temps de questions-réponses, d'échange via le chat et à l'oral. Alors, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, j'imagine qu'il y a plein de questions. Donc, qui ose poser la première? Sur bonjour. Bonjour. Bonjour.
Sur les animations de cet atelier Tumulte, Oui. est-ce que, si je comprends bien, c'est un atelier qui peut être intéressant pour des membres de Codir? L'idée, c'est que j'ai un retour d'un directeur qui était intéressé. Je lui ai proposé, parce que je connaissais l'atelier Adaptac, euh, mais voilà, je connaissais pas Tumulte, du coup, merci déjà pour la découverte. Et par rapport à cet atelier, est-ce que ça dure classiquement 3 heures ou c'est un peu plus court? Comment il fonctionne exactement? Je ne serais pas vous répondre dans les détails. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soit le site de la robustesse.org ou l'atelier Tumult, en fait, c'est des Oui, choses qui sont en open source, qui sont à notre disposition. Et moi, ok, ce que je vous recommande, c'est de découvrir les cartes et de vous l'approprier et de faire le format le plus adapté, en fait, à votre contexte. Comme j'évoquais tout à l'heure, simplement déposer les cartes sur une table et s'en saisir, c'est déjà pas négligeable. Après, je crois que Tumult, la métropole de Lyon, ils avaient mis un format d'atelier spécifique, mais je ne sais pas vous dire si c'était sur une demi-journée ou toute une journée. ok, Mais ok. l'important, c'est d'aller voir les cartes. Et je vous recommande même de faire une présélection de cartes qui correspondent en fait au secteur d'activité dans lequel vous êtes. Et là, Oui. vous avez le plus d'écho. Par exemple, si vous avez des RH autour de la table, là, vous mettez les cartes RH. Si vous ne les avez pas, peut-être un petit peu moins, etc. D'accord. Voilà. Merci, merci du conseil. Je vous Merci. en prie. Merci pour votre temps. Du coup, Marc, un conseil pour une entreprise, je vais dire, classique, pour Hmm. commencer à initier cette réflexion concrètement, ça serait quoi? Euh, alors, à initier cette réflexion, il faudrait voir dans quel contexte elle s'insère, tout de même, parce que c'est difficile de répondre d'entrée de jeu. Ce serait déjà quand même comme que je l'ai mis en fait sur le visuel vis-à-vis des décideurs, c'est de essayer de comprendre à quel point on est dans un besoin de contrôle, à quel point en fait on a des impacts du monde externe sur nos propres chaînes de valeur, et que du coup on a intérêt à s'en prémunir aussi. Donc ce serait d'éclairer quels sont les impacts externes sur notre chaîne de valeur, que ce soit en amont comme en aval. Mais c'est difficile de répondre de façon large. Donc, moi, j'aurais tendance à déployer en fait la chaîne de valeur de l'entreprise, de l'amont à l'aval jusqu'à son propre métier, et voir où est-ce que on a des points de friction, des nœuds, ce que j'ai appelé tout à l'heure, par exemple, des bombes à retardement. Si vous avez beaucoup de cuivre dans vos produits, a priori, ça risquera de poser problème à un moment donné. Si vous avez beaucoup d'électronique, les tensions entre la Chine et la Corée risquent de poser problème à un moment donné. Ce que je dis là, c'est des portes ouvertes, mais c'est de les prendre de plus en plus au sérieux, en fait. Donc, je pense qu'on n'a pas entendu Olivier Hamon ni Marc Renaud pour pouvoir s'en saisir, mais c'est de prendre conscience que dans une dynamique systémique où on a de plus en plus d'incertitudes et que du coup une aile de papillon à un endroit va bousculer nos métiers, qu'est-ce que ça veut dire que de cultiver la robustesse de sa structure sur une échelle plus petite, un petit peu moins mondialisée, hein, quelque part, sur son propre territoire, comment on se serre les coudes dans notre filière. Donc, c'est souvent des réflexions filières. Certains d'entre vous ont peut-être fait la CEC, Convention des entreprises pour le climat. Un des grands apports de cette convention, au-delà des apports sur le fond, sur la forme, c'est que on mobilise des acteurs d'un même territoire et parfois d'une même filière. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Si vous le faites tout seul de votre côté, c'est trop gros en fait quelque part. Donc voilà. Et est-ce que du coup, ça renvoie à l'analyse de double matérialité dont on parle en RSE? Ouais, bien sûr, il y a des liens qui sont évidents. Je pense que le gros apport de la robustesse, c'est la notion culturelle. Justement, on sort de cette notion pure analytique. C'est de se dire que si on reste dans l'hyper-performance, l'hyper-contrôle, on risque de recréer les mêmes mécanismes avec les effets rebonds qu'il y a là. Donc, c'est ce changement culturel avec cette invitation à avoir la pensée systémique, à mettre à plat la complexité, c'est-à-dire qu'on n'est pas une organisation isolée, mais qu'on dépend d'interactions fortes, donc de toute une filière, hein, je reprends ce terme-là, mais aussi de services, hein, que ce soit l'alimentation, la santé, un air de qualité, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les renforcer et se saisir d'un écosystème qui nous parle, qui est cohérent avec le métier dans lequel on navigue. Ça, je pense que c'est des enjeux de robustesse, même d'embarquement en fait des équipes en interne.
Et à votre connaissance, cette notion de robustesse qui est développée, on va dire, en France, est-ce que dans les pays étrangers, est-ce qu'en Chine, aux États-Unis, elle commence également à émerger? Ou est-ce que la France, elle est un petit peu précurseur avec cette difficulté que les concurrents et les autres restent dans la notion de performance? Bien sûr, je me suis posé la même question sur le terme robustesse. Est-ce qu'au niveau international, il était utilisé, etc. J'ai rien vu de particulier. Je pense qu'on est un peu, non pas anthropocentré, mais franco-centré, hein, notamment avec les apports d'Olivier Hamon. Pour autant, ce qu'il nous évoque, c'est que c'est une critique, enfin, c'est pas une critique, pardon, c'est un prolongement de la pensée de Darwin, en fait, ce qui nous apporte ici. C'est qu'il nous dit quelque part qu'on a mal lu Darwin ou on s'est saisi de ce qu'on voulait bien lire dans Darwin, c'est-à-dire la performance, le moment où l'animal fait quelque chose d'incroyable, et du coup, on se dit que nous aussi, on doit aller vers ces sujets-là. Donc, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue biologique, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas tache d'huile petit à petit, et probablement que c'est utilisé via d'autres notions. Lorsque j'avais creusé, en fait, ça m'a envoyé rapidement vers des notions plutôt d'ordre se connecter à des anciennes tribus, à des sociétés qui étaient plus proches de la nature, mais rien que de connecter avec l'enjeu économique, business, comme là on a pu le voir aujourd'hui. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment de réponse. La seule qui s'en approche, mais avec des critiques, c'est la notion de taïeb, d'antifragilité, qui a eu un petit écho il y a 5-10 ans. L'antifragilité, c'est quelque part, plus vous prenez des coups, plus vous avez des difficultés et plus vous croissez, plus vous vous adaptez. Et donc, c'est des concepts qui ont une très forte, très bonne résonance aux États-Unis, mais toujours pareil, dans une logique où on ne tient pas compte de la perte de biodiversité. Voilà. Ok, eh ben, s'il n'y a plus de Bah, questions. je Ah, peux amener un Alexandre. complément d'information sur ce point-là. Du coup, à l'étranger, comment ça se passe? Je pense que c'est aussi à nous, avec du coup l'influence de Olivier Hamon, d'essaimer un peu avec d'autres entreprises à l'étranger avec qui on peut collaborer. Par exemple, chez Nicomatic, on est une entreprise familiale, on fait des micro-connecteurs électroniques, pardon. On s'est associé pour faire de la collaboration avec un concurrent qui est en Angleterre sur des thématiques de régénération au niveau d'un bioplastique. Donc en fait, je pense que c'est aussi à nous de prêcher la bonne parole. Enfin moi je suis dans le milieu industriel, mais dans le milieu industriel, il y a beaucoup de connexions avec différents pays. On a la chance d'être initié, on va dire, par des noms comme Olivier Hamon. À nous aussi de pousser ça auprès de notre écosystème et contacts externes. Et ça fonctionne. En vrai, comme on se base pas sur la performance, mais plus sur réduction d'impacts environnementaux, c'est une cause plus grande que celle de l'entreprise. Et donc, c'est finalement assez simple de s'allier avec finalement des gens avec qui à la base on était en compétition. Donc, puisque la cause n'est plus le gain de part de marché, mais d'avoir un impact le plus grand possible sur l'environnement, enfin réduction d'impact. Voilà. Merci Alexandre pour ce retour. J'en profite pour rebondir, hein, vraiment un grand merci. Une des choses que Olivier Hamon nous apporte aussi, c'est qu'en fait la notion de robustesse nous met en joie. Donc ça multiplie les interactions, ça permet de coopérer avec des gens qui sont au départ peut-être nos concurrents, comme le dit Alexandre à l'instant. Et puis, je rebondissais aussi en Belgique, ça a eu un écho assez fort. Voilà, si on peut parler de l'étranger. En tout cas, nos amis belges s'en sont bien saisis. On peut aussi se dire qu'il y a plein de pays qui sont en situation de non-abondance, qui ne nous ont pas attendu pour faire de la robustesse, hein, pour faire de la réparation, de la circularité, de la coopération. Donc, tout ça est un petit peu déjà là. À nouveau, c'est plus une notion, un éclaircissement, cette notion de robustesse. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Alexandre pour ce témoignage éclairant et démontrer que c'est possible de passer de la compétition à la collaboration. Merci Marc pour cette préparation, pour toutes ces informations. Et puis, au nom de la FQP Aura, je vais vous souhaiter une belle journée et surtout un bel été. Et on se retrouve en septembre pour le premier petit déjeuner de la reprise qui sera sur le thème de l'amélioration continue. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Et robuste. Et robuste. Merci, au revoir. Un grand merci. Merci. Merci, au revoir. Bon, bel été.
Bel été à tous. Merci.